Amigo, petite vidéo aujourd'hui totalement improvisée. Ce sujet n'était absolument pas prévu au programme, mais j'ai envie de réagir à des tweets que j'ai vu passer cette semaine. Des tweets que j'ai vu passer plus précisément juste après le match de Coupe de France entre le PSG et Nice, où Daniel Riolo s'était insurgé contre le niveau de jeu de l'OGC Nice qui s'était qualifié après un match nul 0-0 et des tirs au but. Daniel Riolo a utilisé des mots très forts pour parler de la prestation de l'OGC Nice dans ce match-là, notamment au niveau de la qualité de jeu. Une tactique minable, une insulte au jeu, les mots ont été vraiment très durs, et ça relance une nouvelle fois ce débat sur l'importance du beau jeu et le mérite. Et si tu connais ma chaîne, tu sais que c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement tatillon. Donc cette vidéo n'est pas un clash envers Daniel Riolo, simplement une réponse. J'aurais adoré être sur le plateau de l'after pour pouvoir discuter avec lui de ce sujet-là, je n'en ai pas la chance. Donc je fais ça à ma modeste place et qui sait, peut-être qu'il tombera sur cette vidéo et que j'aurai la chance d'en discuter avec lui un jour. Petit disclaimer avant de commencer, parce que vous commencez à me connaître maintenant, ça fait quand même 3 ans que je suis sur cette chaîne, et vous savez très bien que mon club de cœur, c'est Nice. Donc l'accusation la plus facile serait de dire « tu fais ça pour défendre ton club ». Je précise qu'aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour défendre l'OGC Nice et sa prestation, tout simplement parce que ce débat va bien au-delà de ce pauvre match de Coupe de France. En soi, on s'en fiche, c'est pas la question, et je suis sûr que c'est même pas le sujet de Daniel Riolo. Je suis persuadé qu'il en a strictement rien à cirer l'OGC Nice, c'est pas son problème. Ça aurait été un autre club, il aurait eu la même réaction, et moi, pareil. J'aurais tenu les mêmes propos si c'était un autre club que Nice en question. Et ça, les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet en attestent. Je te mets même les liens dans la description, t'as même pas besoin de chercher. Bon, commençons par le commencement. Ça peut être pas mal. Tweet numéro 1. Donc, après 20 minutes de jeu, le PSG ne met pas de vitesse, le PSG blablabla. Mais Nice, qui ne joue pas et place 11 mecs devant le ballon, ça, on ne dit rien. Et quand Nice va avoir une pauvre occasion, on pourra dire que Nice est plus dangereux. Mais quelle tristesse, bordel. Donc dans ce premier tweet qu'il a fait après à peu près 20 minutes de jeu, Daniel Riolo s'insurge contre la différence de traitement de la part du grand public entre le jeu du PSG et le jeu de l'OGC Nice. Ce qui en soi peut se comprendre, puisque c'est vrai que taper sur le PSG, c'est quand même une sacrée mode depuis qu'ils ont été rachetés par les Qataris. Mais d'un autre côté, c'est totalement logique, puisque au-delà de la jalousie et ce genre de lieu commun, les exigences sont forcément plus élevées envers un club comme le PSG qui a un état derrière lui pour financer ses ambitions qu'envers l'OGC Nice ou un autre club de Ligue 1. Alors certes, tu me diras, l'OGC Nice est détenu aussi par un milliardaire, par le groupe Ineos et donc Jim Ratcliffe, la plus grosse fortune d'Angleterre. Certes, mais c'est la même chose pour le Stade Rennais. Les investissements ne sont pas à la hauteur du PSG. Les dirigeants niçois l'ont déjà expliqué à maintes reprises, ils ne sont pas dans un recrutement All-Star. Eux, ils veulent plutôt un cycle vertueux et plutôt s'inspirer de ce que peut faire par exemple le groupe Red Bull en matière de développement. Donc déjà là, on a un premier point qui explique cette différence de traitement. On ne peut pas avoir la même exigence envers le PSG et envers un club comme Nice. C'est tout à fait normal. Bon, ça c'est quand même assez logique et assez basique. Là où il y a une véritable différence de traitement et qu'elle se justifie, c'est plutôt sur le fait qu'on est en train de confondre l'esthétique et la qualité de jeu. Ce qu'on reproche au PSG, ce n'est pas de ne pas avoir un jeu chatoyant, de ne pas avoir un jeu spectaculaire. On reproche au PSG de ne pas avoir de fond de jeu. Alors que l'OGC Nice, ce qu'on peut lui reprocher et ce que Daniel Riolo lui reproche en l'occurrence, c'est l'absence d'esthétique, l'absence d'audace dans le jeu, de prise de risque. Mais il n'en reste pas moins que l'OGC Nice a un véritable fond de jeu. Parce qu'avant le match, on sait très bien comment Nice va jouer. La méthode Galtier, on la connaît par cœur, elle a fait ses preuves, on l'a vu avec Saint-Etienne, on l'a vu avec Lille, et on le voit en cette première partie de saison avec Nice. On sait à quoi s'attendre parce que Nice, aujourd'hui, a des principes de jeu travaillés et bien appliqués en match. Ça, on ne le voit pas au PSG. Il est là le problème. Donc, outre le fait que ce soit Paris et que forcément on est plus exigeant,
mais on est d'autant plus exigeant parce qu'on ne voit rien. Et puis quand même, sur le contenu du match, résumé, la prestation niçoise, ils ont mis le bus, ils se sont mis à 11 derrière, ils ont attendu le contre. Je suis désolé, mais c'est quand même extrêmement réducteur. Certes, Nice, dans ses temps faibles, s'est retrouvé en bloc bas. Mais globalement, sur l'ensemble du match, on a plutôt vu un Nice avec un bloc médian, avec un pressing au niveau du milieu de terrain, voire même juste au-dessus de la ligne médiane. On les a pas vus acculer en défense, subir totalement et espérer un exploit, espérer un penalty, un coup de pied arrêté. On les a pas vus faire du kick and rush, on ne les a pas vus défendre en bloc en bas et balancer des grosses saucisses devant à un Dolberg qui serait là et qui mettrait des têtes et qui essaierait de faire des déviations pour quelqu'un pour essayer de provoquer un cafouillage. C'est pas Wimbledon. Et puis surtout, je trouve ça quand même assez fort de reprocher à un club de devoir subir contre le PSG. Face à une armada pareille, face à autant de qualités individuelles, parce que si le PSG, certes, aujourd'hui ne brille pas collectivement, il y a tellement de qualités individuelles que c'est toujours compliqué les matchs face au PSG. Tu sais très bien que si tu t'amuses à jouer avec un bloc super-héros, mais tu as 90% de chances de te faire littéralement exploser parce que ton bloc sera trop et qu'il y aura beaucoup trop de profondeur. Et que pour les attaquants du PSG, ce sera un régal. Alors on me dira, oui, il y a des petits clubs qui jouent. Oui, on l'a vu. Clermont, par exemple, c'est l'exemple à la mode en ce moment, le petit qui travaille bien et qui propose un jeu très offensif. Ils sont allés au parc avec des idées de jeu hyper offensives, ils n'ont pas voulu se renier, ils en ont pris 4. Tweet numéro 2, ça c'était après le match, après la qualification de Nice. Toujours affreux de voir une équipe se qualifier en insultant le jeu. Tactique minable, mais bon, le PSG n'est pas bien brillant, loin de là. Bon là, on est dans la continuité du premier tweet, mais il sort la sulfateuse. Une insulte pour le jeu et une tactique minable. C'est quand même fort, hein? Ah, il y va pas avec le dos de la cuillère. Bon, moi, le premier terme qui me fait tiquer, évidemment, c'est tactique minable. Pourquoi minable? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de minable dans la tactique proposée par Nice durant ce match? Est-ce que cette équipe a triché pour se qualifier? Est-ce que cette équipe a bénéficié, par exemple, d'une erreur d'arbitrage? Est-ce que cette équipe a passé son temps à simuler pour essayer d'obtenir un penalty qui n'aurait pas été mérité, par exemple? Là, effectivement, on pourrait dire que c'est minable. Mais qualifier de minable une tactique défensive qui en soi ne l'était pas tant que ça, puisque au final, si tu regardes les stats, on va les mettre à l'écran, Nice ne s'est pas procuré beaucoup moins d'occasions que le PSG, certes n'a pas eu la possession, mais en termes d'occasion, il n'y a pas un très très gros écart. D'ailleurs, même en première période, c'est Nice qui avait plus de frappes au but que le PSG. Donc pourquoi la traiter de minable? Dire que c'est une tactique pas spécialement très agréable à voir jouer, que ce soit pas très télégénique, que ce soit pas très spectaculaire, ça, pourquoi pas? Après, ça reste subjectif, chacun y trouve son compte. Il y en a qui aiment la possession, il y en a qui aiment le jeu très direct. Donc déjà ça me semble compliqué. Mais ça, à la limite, déjà, je pense que ça n'aurait pas suscité autant de débats et autant de réactions virulentes, de dire « Nice n'a pas été spectaculaire ». Mais là, on utilise le terme minable, on est dans le jugement de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible dans la manière de jouer de l'OGC Nice? Et pas que sur ce match, de façon générale depuis l'arrivée de Christophe Galtier. C'est quoi? C'est le manque de spectacularité, c'est le manque d'audace, le manque de prise de risque. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mériter de gagner un match, il faut avoir plus de 50% de possession de balle? Est-ce que pour mériter un match, il faut avoir un bloc super haut et prendre énormément de risques? Est-ce que c'est là-dessus que l'on doit juger le mérite d'une équipe aujourd'hui dans le foot et de façon plus générale dans le sport? Je sais pas, moi, dans ma conception du sport, il me semblait que ce qu'il fallait valoriser, c'était l'effort, le dépassement de soi, la qualité technique, la qualité tactique. Est-ce que Nice n'a pas montré de qualité dans tous ces domaines-là face au PSG? Il me semble que oui. En quoi le fait d'opter pour un jeu de transition serait une insulte au jeu? On parle bien de jeu de transition, on dit bien jouer défensif. Et non, je ne joue pas sur les mots. Si on emploie ces termes, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on est défensif qu'on ne joue pas au ballon. Alors attention, moi aussi j'ai mes préférences. Moi aussi, j'aimerais voir un jeu plus spectaculaire dans tous les matchs que je regarde. Évidemment, ce serait plus intéressant. Mais je ne dénigre pas pour autant les équipes qui jouent défensivement. Et surtout, les équipes qui jouent défensivement, du moment que c'est bien fait, je ne pense pas avoir mon mot à dire. Parce que si chaque équipe jouant de manière défensive, même avec beaucoup de qualité, est une insulte au jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Inter d'Elenio Herrera et son Catenaccio était une insulte
au football? Est-ce que cette tactique n'a pas marqué l'histoire du football, n'a pas permis son développement? Est-ce que la décima d'Ancelotti avec le Real et son jeu de transition était une insulte au football? Est-ce qu'on a vu des supporters madrilènes mécontents de voir le Real, le grand Real, gagner avec un tel système de jeu? Est-ce que l'Inter de Mourinho était une insulte au football? Et encore, là je te parle de très grands clubs, mais revenons-en à la Coupe de France, c'est de là que part le débat aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Calais, c'était une insulte au football par exemple? Carquefou, c'était une insulte au football, les gens passent. Est-ce que le foot italien par exemple est une insulte au football? Est-ce que Roberto Mancini est un meilleur sélectionneur que Marcello Lippi? Puisque Roberto Mancini prenait un jeu de possession. Bref, je ne vais pas te citer tous les exemples d'équipes défensives qui ont marqué l'histoire du football. Mais bref, tu vois où je veux en venir. Allez, troisième et dernier tweet. À chaque fois qu'on critique le jeu d'une équipe, leurs supporters chouinent. Bizarre ce clubisme, alors que quand c'est sur une autre équipe qu'on dit ça, les mêmes sont d'accord. Toujours ce clubisme ravageur. Bon, sur ce point, il n'a pas totalement tort. Le clubisme fait des ravages, ça c'est vrai. Faut dire qu'il y a beaucoup de supporters qui débordent de passion, qui se sentent obligés de s'ériger en défenseurs de leur club à chaque critique, à chaque petit avis négatif, aussi inoffensif soit-il, ils se sentent obligés de sortir le bouclier et l'épée. Et surtout sur Twitter, où l'insulte part quand même très facilement. J'en ai moi-même fait l'expérience à mon petit niveau, alors j'imagine même pas pour Daniel Riolo, vu sa notoriété et son nombre de followers sur Twitter. Donc ça on est d'accord. Mais ça n'explique pas tout, on ne peut pas mettre tout sur le dos du clubisme. Une personne peut bien sûr avoir des exigences différentes envers un club autre que le sien, puisque du coup, il a une toute autre perspective. Quand un supporter regarde son club, il le voit jouer pour le voir gagner. Ce qu'il veut avant tout, c'est le bonheur de la victoire, que te procure la victoire. Après, tu me diras, oui, dans certains clubs, il y a une culture du jeu plus marquée, ou dans certains clubs, il y a aussi une volonté très forte de proposer un jeu particulièrement spectaculaire, je pense par exemple à Barcelone, mais globalement, la priorité des priorités sera toujours la victoire. Je sais qu'aujourd'hui c'est un petit peu la mode de dire que non, l'important c'est pas le résultat, c'est les émotions. Mais pour un supporter, c'est faux. L'important ce sera toujours le résultat, et c'est le résultat qui lui apportera des émotions. L'émotion ne se mesure pas au taux de possession de balle, ne se mesure pas à la hauteur du bloc sur le terrain, ne se mesure pas au taux de passes réussies. Tout ça, c'est du bonus. Alors évidemment que si son équipe gagne et qu'en plus elle humilie ses adversaires avec un jeu absolument incroyable, spectaculaire, alors là c'est la fête. Là évidemment, le supporter sera parfaitement comblé. Mais entre voir son club qui gagne avec un jeu pas forcément spectaculaire et voir son club qui perd ou qui a des résultats moyens avec un jeu particulièrement audacieux, le choix est très vite fait. Par contre, quand il s'agit de se poser devant sa télé, de regarder un match juste pour le plaisir de regarder un match, quand on va regarder par exemple un match de Ligue des Champions, quand on va regarder un grand match de Ligue 1 le week-end, mais que son club n'est pas en jeu, évidemment que là, le viewer, il veut quoi ? Il veut du spectacle, il en veut pour son argent, il veut être diverti, mais ce n'est pas pour autant que ça en devient la vocation première de ce sport, et que ça devient la vocation première de ces clubs. Ces clubs jouent avant tout pour leurs supporters, pas pour le grand public, pas pour les audiences télé. Alors je comprends, quand on est journaliste, on regarde énormément de matchs, et on aimerait que tous les matchs soient particulièrement spectaculaires, comme ça on n'aurait pas le temps de s'ennuyer. Moi-même, il y a des matchs, des fois je les regarde par obligation, au bout d'un moment j'ai envie de m'endormir, parce que c'est chiant. On est d'accord, je le comprends parfaitement, mais si cette équipe-là joue un jeu défensif de qualité, je ne pourrais pas me permettre de la juger. Je pourrais dire, c'est pas spectaculaire. Je peux dire, ça ne m'a pas plu. C'est tout. Et pour en revenir à cette opposition qui revient tout le temps dans ce genre de débat, et que j'ai déjà entendu dans les émissions de Daniel, comment on peut opposer résultat et émotion ? Le résultat procure des émotions. Si à la fin de la saison, Pascal Duprat maintient Saint-Etienne avec son jeu défensif, rugueux, la grinta, est-ce que les supporters de Saint-Etienne vont se plaindre ? Est-ce qu'ils vont se plaindre du manque de spectacle ? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ne vont pas vibrer s'ils se maintiennent à la dernière journée? Est-ce qu'ils ne vont pas vibrer s'ils se maintiennent avec un jeu défensif? Est-ce qu'ils ne vont pas être heureux? Est-ce qu'ils ne vont pas ressentir des émotions?
Je ne pense pas. Alors je me rends bien compte que ce que je dis c'est extrêmement consensuel, peut-être même que j'enfonce des portes ouvertes pour certains, parce que ce que je dis logiquement c'est plus ou moins du bon sens. Je ne milite pas pour un style de jeu en particulier, je n'ai pas de grands principes à défendre. Moi ce que je défends, c'est le mérite, c'est tout. Juste le mérite, les valeurs du sport, rien de plus. Alors c'est peut-être pas sexy sur le papier, je le conçois, je peux comprendre qu'on puisse plus apprécier le discours de Daniel Riolo, c'est effectivement peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus grandiloquent, mais moi ça me gêne. Moi je ne pourrais pas par exemple aller voir un Christophe Galtier, un Pascal Duprat et lui dire ton jeu est minable. Je ne pourrais pas aller voir un joueur qui a cavalé pendant 90 minutes derrière le ballon, lui dire tu ne mérites pas. Je trouverais ça même particulièrement injuste. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Format assez inhabituel, je suis pas trop dans la réaction habituellement, je suis un petit peu plus dans l'analyse, mais tu me connais, tu le sais, c'est un sujet qui me tient à cœur, ça me fait toujours tiquer. Encore une fois, ce n'était absolument pas dans l'idée de clasher Daniel Riolo, ni même de remettre son travail en question, d'autant plus que lui est éditorialiste, c'est un autre rôle que celui de journaliste, il est dans son rôle, donc je n'ai rien à lui reprocher, je fais juste part de mon incompréhension. Voilà, rien de plus. Si la vidéo t'a plu, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, tu as tous les liens dans la description. On se retrouve dimanche prochain, 11h30 sur Twitch pour mon émission Kick-Off avec toute mon équipe. Et Daniel, si par hasard tu regardes cette vidéo, tu es le bienvenu, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur Twitch ou autour d'un café en privé pour discuter de ça. Ce serait un véritable honneur pour moi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.